L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3, épisode 2 d'Onde verte. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous êtes nombreux à nous suivre et à réagir sur la page Facebook de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Un grand merci à vous, continuez à liker, continuez à partager. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Alors, on a notre 1 mètre de distance de sécurité. Je vais me permettre d'enlever le micro parce que j'allais le garder pour toute l'émission. Voilà, évidemment, on fait cette émission dans des circonstances particulières. En tout cas, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lionel Poitvin, le directeur régional de l'ADEME. Bonjour Lionel. Bonjour, oui. Ainsi que Maëlys Gros, présidente et fondatrice de Circouleur. Bonjour Maëlys. Bonjour, merci de m'avoir invité. Sans oublier Alizé et Sylvain, nos deux chroniqueurs que nous retrouverons dans quelques minutes, et nous parlerons d'écotourisme et de sport éco-responsable. On en a récemment parlé dans l'actualité avec le Tour de France. Eh bien, vous allez l'entendre, sport et écologie peuvent faire bon ménage. Lionel Poitvin, beaucoup de choses se sont passées évidemment depuis notre dernière émission, notamment la présentation du plan France Relance par le gouvernement qui, je crois, consacre une bonne part de ses crédits à la transition écologique. Oui, effectivement, un grand événement pour la transition écologique. Donc ce plan de 100 milliards sur 2 ans, pour lesquels 30 milliards sont consacrés à la transition écologique, en particulier vers les entreprises, et qui va nous permettre donc de passer un cran supérieur pour atteindre des objectifs qui sont maintenant importants. Il faut vraiment se développer sur la transition écologique. Vous êtes aussi concerné à l'ADEME directement par ce plan ? Bien sûr. Certains sujets que nous menions jusqu'à présent, mais avec, je dirais, des moyens parfois un petit peu limités, vont maintenant pouvoir être développés plus grandement. Je pense notamment à tout ce qui concerne la décarbonation des entreprises, tout ce qui va concerner le recyclage, la réparation, les filières matières, l'économie circulaire en quelque sorte. Ce qui va concerner aussi donc le plan hydrogène, utiliser l'hydrogène comme vecteur énergétique, le tourisme durable, des approches aussi sur les territoires, sur l'alimentation, donc différents sujets qui sont dans le plan de relance et pour lesquels l'ADEME va être l'opérateur. Lionel Poitvin, je reviens sur la décarbonation de l'industrie. Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-moi. Voilà, donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le potentiel très important de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les entreprises. Alors concrètement, donc trois appels à projets pour pouvoir développer de nouvelles opérations, faire en sorte que de nouveaux porteurs de projets puissent apparaître. L'une sur le développement de solutions renouvelables auprès des entreprises, c'est-à-dire substituer du fuel, du gaz ou du pétrole par donc des solutions renouvelables, par exemple de la biomasse, du bois énergie. Autre solution, pouvoir réduire les consommations d'énergie des process industriels, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Là aussi, un appel à projet richement doté pour pouvoir accompagner les entreprises. Et enfin, un troisième sujet sur l'électrification des process. Là encore, aller vers des process électriques en substitution d'utilisation de gaz, de fuel ou de pétrole. Alors, je suis chef d'entreprise ou je suis impliqué dans l'impact environnemental de ma boîte. Où est-ce que je peux retrouver ces infos sur ces appels à projets dont vous venez de nous parler ? Est-ce que c'est sur le site de l'ADEME ? Alors, toutes ces informations existent sur la plateforme de service Agir pour la transition écologique qui a été mise en place par l'ADEME récemment. Donc, tout porteur de projet pourra accéder rapidement aux appels à projets, pourra déposer aussi son dossier et pourra glaner différentes informations, tout un espace de base de données lui permettant donc de développer son projet et d'aller beaucoup plus loin. Lionel Poitvin, vous nous rappelez l'adresse de cette plateforme ? Agir pour la transition/adem.fr. Voilà, c'est très clair. Merci Lionel pour cet éclairage. On le constate avec vos exemples concrets. La relance économique et sociale peut prendre en compte et même peut s'appuyer sur la transition écologique, et c'est assez réconfortant de se le dire, tout comme j'ai été réconforté et très enthousiaste, je dois le dire, quand j'ai découvert le travail de Maëlys, notre invitée, avec sa société Circouleur. Bonjour Maëlys. Bonjour. Maëlys Gros, vous êtes, je le disais en introduction, présidente et fondatrice de Circouleur. Avec vous, on va rentrer dans l'univers coloré de la déco grâce à des pots de peinture d'un genre nouveau. Pouvez-vous rapidement nous présenter votre entreprise ?
Donc Circouleur, en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on fabrique des peintures recyclées et que c'est ce qui nous permet de créer la filière de recyclage pour les fonds de pot de peinture inutilisés. Donc typiquement, ce qui reste à la fin du pot, à la fin des travaux, il reste un petit peu de peinture au fond du pot. Eh bien, ça n'avait pas de filière de valorisation matière avant nous. Il n'y avait que des solutions de valorisation énergétique. Donc ça partait où ? Donc ça partait vers de l'incinération ou dans le meilleur des cas, incinération en cimenterie. Et donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on prend cette matière et on lui redonne une deuxième vie en fait. On en fait une matière première pour refabriquer de nouvelles peintures, qui au final sont des peintures qui sont de la même qualité que les peintures sur le marché. Donc si on vous disait pas que c'est des peintures recyclées, à l'utilisation on s'en rendrait pas compte, mais qui du coup, d'une part, ont permis la création de cette filière de recyclage et d'autre part, elles ont elles-mêmes un impact environnemental beaucoup plus faible qu'une peinture classique. Maëlys Gros, vous êtes très courageuse parce que depuis quelques minutes, vous parlez avec le masque en tissu, ce qui n'est pas évident. Merci, je vous invite à l'enlever. On vous entendra encore mieux pendant que Lionel Poitvin remet son masque. On est très organisé. Comment l'idée vous est venue ? Ça part de quoi à l'origine ? Alors, à l'origine, moi, je voulais créer mon entreprise, mais je voulais la créer quelque chose qui a un impact, qui puisse avoir un impact positif sur l'environnement ou sur la société. Et donc moi je suis chimiste à la base et je suis tombée sur cette info que effectivement, en fait je bricole, donc je me suis retrouvée moi-même avec ce fond de pot de peinture à l'amener à la déchetterie, à me demander ce qui lui arrivait après. Et je me suis rendu compte qu'effectivement ça finissait brûlé. Donc moi ça m'a paru vraiment dommage. Le mot est faible. Vous avez dit il y a quelque chose à faire là-dessus. Ouais, je me suis dit c'est un vrai gâchis et en même temps quelque part c'est peut-être ça que je cherche pour créer mon entreprise. Au moins là je sais que ce que je ferai ça va servir à quelque chose. Alors derrière une entreprise il y a aussi des procédés innovants quand on se lance sur un marché. Pour vous, quels sont ces procédés innovants que vous avez mis en œuvre après avoir observé, analysé? On passe à la partie chimiste là. Tout à fait, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles en fait. Dans la mesure où notre façon de formuler les peintures, elle est complètement différente par rapport à un fabricant classique. Un fabricant classique, il fait sa commande auprès de ses fournisseurs, il fait ses tests et voilà, il fait sa peinture comme ça. Nous, on est dans l'ajustement parce que en fait, notre matière première, on n'a pas des spécifications qui nous sont envoyées par un fournisseur. Donc, on est toujours à s'ajuster pour pouvoir retourner à quelque chose qui est dans nos spécifications derrière. Alors l'enjeu est énorme parce que depuis plusieurs années on en entend parler aussi, l'univers de la peinture est très décrié d'un point de vue environnemental. On savait qu'il fallait faire des efforts là-dessus. C'est quoi, au juste, si vous deviez raconter au public qui nous regarde et qui nous écoute aujourd'hui, c'est quoi une peinture propre au juste? Vous avez évoqué un petit peu ces ingrédients, mais... Alors, je dirais que comme l'énergie propre, c'est un peu une utopie. Déjà, c'est peut-être pas le discours que vous voulez entendre, mais rien n'est tout à fait forcément sans aucun impact. Après, comme il y a des énergies qui sont plus propres que d'autres, il y a des peintures qui sont plus propres que d'autres et qui, en fait, ont un impact environnemental qui est plus faible. Nous, la nôtre, donc on a réalisé une analyse de cycle de vie, grâce en partie d'ailleurs au concours de l'ADEME, qui nous a permis de montrer en fait que l'impact dans le cycle de vie d'une peinture, c'était très fortement lié à ces matières premières qui sont extraites, alors pour certaines à l'autre bout de la planète, qui du coup sont transportées. Et qui sont transformés aussi, les processus de transformation pour arriver à une matière première qui soit utilisable pour les fabricants de peinture, ils sont aussi avec un impact environnemental élevé. Et tout cet impact-là, en fait, nous, notre peinture, elle a au moins 70% de matière qui vient juste de la déchetterie. Cet impact-là, elle l'a pas à nouveau. Et ce que l'on fait, c'est que quelque part, non seulement nous, notre peinture, elle a un impact environnemental plus faible que les autres, mais quelque part, on permet à la filière en entier de se verdir un peu en quelque sorte, dans la mesure où eux, ils ont été récupérer des matières premières, ils les ont transformées, ils ont fait leur peinture, tout ça, au moins autant que ça serve à autre chose que faire un mauvais combustible, parce que de toute façon, c'est des peintures à l'eau, ça brûle pas bien. Ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que quand on a une entreprise qui commence à faire ce genre de peinture, les grands
les gros dans ce secteur-là, ils vont être obligés de se bouger aussi et d'avancer, de faire évoluer. Donc c'est toute cette la filière professionnelle qui va devoir faire des efforts là-dessus maintenant. Alors oui et non, parce que finalement, quelque part, on fait un peu les efforts pour eux, parce que finalement, eux, ils n'ont rien à faire que de nous aider, de nous soutenir, mais pour que cette filière de recyclage existe et que finalement, de leur produit qui n'est pas recyclable, ça devienne un produit recyclable. Ils n'ont rien à faire, c'est nous qui faisons quelque part le travail derrière. Et à partir du moment où on aura une filière qui récupérera une portion conséquente de ces déchets de peinture, on pourra dire que effectivement maintenant les peintures c'est devenu un produit recyclable. Maëlys Gros, fondatrice de Circouleur, à quel niveau l'ADEME vous a accompagné d'une façon très concrète ? Alors de façon très concrète, l'ADEME, ça a été un de nos premiers financeurs parce que comme tous les projets qui se lancent, notamment dans l'économie circulaire, mais aussi dans d'autres secteurs, au lancement du projet, les financeurs sont souvent un petit peu en train de se regarder. Tant qu'il n'y en a pas un qui se lance, c'est un peu compliqué à en avoir. Et donc, l'ADEME a été justement cet impulseur. Donc, c'est non seulement le financement qu'on a pu obtenir de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine qui nous a aidés, mais aussi, en fait, il a permis de déclencher d'autres financements derrière. Alors je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides et si vous voulez bien montrer à la caméra et à tous ceux qui nous regardent ce beau produit, je vais le montrer moi aussi, mais alors on a la peinture recyclée Circouleur et là on est parti sur du pan, là. C'est la couleur pan, oui, c'est bien ça ? C'est la couleur pan. Et alors ce qui est intéressant aussi sur notre peau, c'est qu'on en profite pour faire de la sensibilisation. Lionel, je vous la passe pour servir. Franchement... Et notamment sur le dessus, en fait, on explique notre démarche, on explique cette problématique de déchets, que tout le monde n'est pas forcément au courant qu'il y a cette problématique de déchets. Moi, je le savais pas avant que je me lance dans ce projet-là. Donc il y a de la pédagogie derrière. Il y a aussi cette pédagogie qui est expliquée sur le pot. Très rapidement, j'ai été voir sur le site Circouleur, 15 nuances de couleurs, j'allais dire seulement, ça correspond à des tendances ou il y a des couleurs qui sont plus compliquées à recycler que d'autres ? C'est une question très bête que je vous pose. Non, elle n'est pas bête du tout. Et en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que nous, on a choisi nos couleurs initialement avec un cabinet de tendance pour être sûr d'être avec des couleurs qui fassent partie justement de la tendance, qui soient des belles couleurs, qui fassent envie, parce que l'idée c'est d'avoir un produit ludique, c'est pas seulement ok c'est recyclé mais c'est un peu moche, non c'est recyclé et en plus c'est qualitatif, c'est agréable à utiliser, c'est une belle couleur, ça va être beau chez moi. Et il y a aussi effectivement des contraintes techniques. Donc, mais on a plutôt approché ça dans la démarche que de la contrainte naît la créativité. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu aussi arriver à cette convergence de à la fois la tendance et les contraintes techniques. Lionel Poitvin, je me permets de vous poser la question parce que je vous vois très attentif aux explications de Maëlys. C'est un produit hyper intéressant, on est d'accord ? Tout à fait. C'est tout à fait l'esprit dans lequel il convient maintenant d'intervenir, pouvoir récupérer un peu l'idée de sobriété, de lutte contre le gaspillage. Et dans tout déchet, il y a donc de la matière pour donner une seconde vie à cette matière. Et donc là, c'est l'exemple des peintures. Vous voyez les chiffres exprimés. Ce sont des milliers de tonnes là, qui disparaissent ainsi en tant que gaspillage. Chaque bricoleur a toujours son pot de peinture à moitié vide qu'il va devoir jeter en déchetterie. Donc là, il y a vraiment un effort relativement important à faire pour pouvoir recycler, réutiliser. Et c'est autant de matières premières que l'on ne va pas préempter. C'est ça qui est important aussi. Cette notion de prévention, cette notion donc de protection des ressources. Et d'autre part, il y a un côté aussi économique. Ça permet de créer de l'activité, de créer de l'emploi. C'est tout à fait l'esprit du plan de relance. Voilà, pouvoir, j'irais, aller dans le sens de la transition écologique, non seulement parce que c'est nécessaire maintenant pour la planète et pour le climat, mais parce que aussi c'est un des leviers de création d'activités et d'emplois. De nombreux nouveaux métiers sont dans ces filières-là. Il faut vraiment les développer. C'est une opération gagnante aussi bien sur le plan de l'environnement que sur le plan de l'économie et de l'emploi. Bon, écoutez, c'est validé à 100% par Lionel Poitvin. Justement, vous avez parlé d'économie, la transition. Qui peut acheter vos pots de peinture ? Est-ce que c'est plus cher ou est-ce qu'on est dans les mêmes gammes de prix qu'un pot de peinture traditionnel ? Alors, on est dans les mêmes gammes de prix.
Donc là, c'est un pot donc, de notre gamme grand public. On a aussi une gamme professionnelle. Et l'idée, c'était aussi de ne pas faire un produit, ok, il est plus écolo, mais il est 3 fois plus cher et du coup, il est plus accessible à la plupart des gens. Donc, on est, par rapport à une peinture de grande marque, on est même un petit peu en dessous, très légèrement en dessous du bien. prix. Est-ce que aujourd'hui on peut vous retrouver chez plusieurs distributeurs ou c'est principalement via le site internet qu'on achète ces pots de peinture ? Alors, on est distribué. Alors, ici, dans la région, on a de la chance parce qu'on est plus distribué. Mais vous êtes à la maison aussi, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, on est distribué dans l'enseigne Brico Leclerc. On est distribué aussi dans l'enseigne 4 Murs, là, hors de la région, dans ce cas-là, plutôt au nord-est. Enfin, dans plusieurs endroits, en fait. Donc, on peut inviter les distributeurs qui nous écoutent à peut-être proposer vos produits directement en rayon. Tout à fait. Est-ce que il y a des clients entreprises aussi ? Parce que le marché, il est divers. Ça peut être des particuliers qui veulent restaurer, refaire une maison, refaire l'intérieur d'une chambre, puisque c'est principalement, on va dire, de la déco. Mais il peut y avoir aussi des bureaux ou des entreprises qui seraient intéressées par ça, non ? C'est ça. Et en fait, sur notre gamme B2B, en fait, on est surtout positionné justement au niveau de maîtres d'ouvrage qui sont déjà en avance sur ça, qui sont déjà en train de se positionner sur le label E+C- par exemple. Donc, dans cette idée d'être déjà prêt pour la prochaine réglementation, la RE 2020, qui prend en compte le bilan carbone des matériaux. Et donc pour eux, on leur apporte une solution hyper simple, c'est vous changez juste de marque de peinture et vous êtes déjà en train de gagner des points sur le bilan carbone de votre bâtiment. Un temps d'avance donc Circouleur. Merci beaucoup Maëlys Braud d'être passée nous voir. On rappelle l'adresse internet de votre site ? Oui, c'est circouleur.fr. Voilà, tout simplement. Merci à nos deux invités, Lionel Poitvin et Maëlys Braud. On va bien sûr rester ensemble le temps d'accueillir nos chroniqueurs et nous allons recevoir dans un instant Alizé. Onde verte. Et on accueille Alizé. Bonjour Alizé. Bonjour Louis. Comment allez-vous depuis la dernière émission ? Très bien, très bien. Je suis en pleine forme pour continuer à vous parler d'écotourisme. Et la dernière fois, vous nous aviez exposé les enjeux et les méthodes du tourisme durable et je me rappelle que vous nous aviez promis quelques exemples. C'est vrai, et pour commencer, j'ai choisi de prendre des exemples pas très loin de chez nous, ici à Bordeaux, pour montrer qu'on peut aussi faire de l'écotourisme en zone urbaine. Alors, qui est concerné en zone urbaine ? Est-ce que c'est quoi ? C'est les hôtels, des restaurants, ça va être des musées, Ça concerne boutiques ? tous les acteurs professionnels du tourisme, quelle que soit leur spécialité ou leur activité. Pour montrer le potentiel et la diversité du sujet, j'ai pris 3 exemples. Celui d'un hôtel, celui d'une auberge de jeunesse et celui d'un hôtel, restaurant, école. Bon, par lequel je commence ? On va commencer par l'hôtel, si vous voulez bien. Ok, alors je vous emmène avec moi à l'hôtel Campanile de Bordeaux-Saint-Jean, tout près de la gare. C'est un bel établissement, assez récent, avec une capacité de 70 chambres. Il s'est lancé dans une démarche d'écolabellisation, en commençant par rationaliser ses achats, ses approvisionnements et ses pratiques, avec un triple objectif. Le premier, c'est d'améliorer sa gestion en traquant les gaspillages et en trouvant des économies. Le deuxième, réduire son impact environnemental direct et indirect. Et le troisième, se positionner commercialement avec un segment nouveau en captant une clientèle française et étrangère sensible aux questions environnementales. Il y a de plus en plus de touristes, de gens de passage qui sont sensibilisés à ces questions. Alors vous avez évoqué impact direct et indirect. C'est quoi la différence ? Alors l'impact direct, c'est par exemple la quantité de déchets générés par un établissement et par ses clients. L'impact indirect, c'est le flux de transport généré inutilement par les fournisseurs qui ont acheminé pour rien les marchandises qui ont ensuite été jetées par exemple. Donc ça influe plus sur les transports. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce fléau ? Alors par exemple, cet hôtel a lancé une démarche zéro déchet, zéro gaspillage qui s'est matérialisée par des petits déjeuners zéro déchet. Faire des petits déjeuners zéro déchet, c'est possible ça veut dire déjà on va supprimer les capsules de confiture individuelles, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Alors on recalcule en fait toutes les portions, le mode de présentation également de ce petit déjeuner et l'ensemble des achats et des approvisionnements sont complètement repensés et réorientés pour des produits artisanaux et locaux. Alors en parlant de politique d'achat responsable, c'est aussi ce qu'a fait l'auberge de jeunesse dont vous allez nous parler maintenant. Absolument, c'est une auberge de jeunesse qui se situe à Blanquefort, qui s'appelle Hotelia et qui dispose de 35 chambres. Elle a été rénovée très récemment.
Comme l'hôtel Campanile à Bordeaux, elle a revu tous ses achats et approvisionnements en mettant en place des petits déjeuners éco-responsables. Et désormais, les petits déjeuners sont présentés sans aucun emballage individuel, avec des fruits de saison issus de la production locale ou régionale, et du café torréfié à Bordeaux, par exemple, ou encore des pains produits par un lycée hôtelier voisin. Et surtout qu'il y a des artisans brûleurs pour le café à Bordeaux, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Et je disais à l'instant que l'auberge de jeunesse avait été rénovée, et c'est un point important parce que ce sont justement ces travaux de rénovation qui lui ont fourni l'occasion de travailler sur d'autres postes. D'accord. Donc par exemple, la totalité de l'éclairage a été revue. On a installé des ampoules basse consommation et des LED par exemple. Ensuite, on a effectué une étude thermographie, c'est-à-dire une étude des déperditions de chaleur. Oui. Et ils ont permis d'isoler les combles certains murs et installer des sas à double porte aux entrées par exemple. Donc c'est une rénovation complète du plafond jusqu'au sol. Exactement. Est-ce que ça représente des investissements importants, j'imagine ? Oui, ce sont des investissements importants, mais c'est des investissements qui finalement rapportent. Dès la première année, l'établissement a constaté une baisse de 23% de sa facture électrique, ce qui n'est du coup pas négligeable. Et ils ont appliqué la même méthode à la gestion de l'eau en réduisant par exemple les débits. Et la diminution a été assez impressionnante puisqu'on a perdu 31% de la consommation annuelle. Donc si je résume, ça coûte de l'argent, mais on en bénéficie sur le long terme. C'est ça. Et ce qui est important, c'est aussi d'en communiquer activement auprès des clients et des usagers. Et oui, il faut que tout ça se fasse savoir. Troisième exemple avec vous, Alizé, l'hôtel-restaurant école. Alors ça, c'est pour former les futurs professionnels à toutes ces nouvelles pratiques qu'on vient de lister ? C'est ça. C'est à la fois pour former les jeunes, mais aussi pour mettre en pratique la politique RSE du groupe Vatel, auquel appartient l'établissement, et optimiser l'établissement en lui-même. Comme c'est effectivement un hôtel-école, il accueille de vrais clients qui sont logés dans une douzaine de chambres très modernes. Oui, le groupe d'école Vatel qui est une véritable institution dans tout ce qui est hôtellerie, restauration. Est-ce que Vatel a, comme les autres, travaillé également sur les petits déjeuners, sur les fluides, ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure ? Oui, car ce sont en réalité des postes très stratégiques pour toutes les activités touristiques qui se veulent éco-responsables. Mais Vatel a agi aussi sur d'autres volets. Par exemple, l'établissement encourage fortement à prendre les transports en commun car il est situé sur les quais de Bordeaux et donc parfaitement desservi par tout le réseau, que ce soit par les V-Cubes, les bus ou les tramways. Par ailleurs, l'eau chaude sanitaire est produite par des panneaux solaires thermiques installés sur les toits et cette installation couvre à eux seuls les 2/3 des besoins annuels. Wow. Et des actions fortes ont également été menées sur la gestion des déchets. Tous les emballages plastiques à usage unique ont été supprimés déjà depuis 2017 et l'eau plate et gazeuse consommée par les clients, les élèves et le personnel est produite par un système autonome de microfiltration de l'eau du réseau. Ah, donc ils ont leur propre réseau et leur propre fabrication, production d'eau plate et d'eau gazeuse. Bravo pour toutes ces initiatives. Merci beaucoup Alizé et bravo, c'est une première je crois. Merci Louis. Non, c'est pas la première, c'est la deuxième, mais la deuxième d'une longue série. Tout ce que vous nous avez montré prouve qu'on peut vraiment mettre en œuvre des solutions globales, cohérentes et efficaces. Et là encore, c'est vraiment enthousiasmant. C'est vraiment le mot de cette émission, hein, enthousiasmant. Donnons la parole maintenant à Sylvain. Sylvain, est-ce que le sport éco-responsable, c'est aussi enthousiasmant ? Oui, j'en suis convaincu, Louis. On peut trouver beaucoup d'enthousiasme en liant sport et environnement. Et le mieux, c'est de le démontrer par des exemples, mais aussi de rappeler des pratiques qui sont aujourd'hui encore très efficaces et toutes simples. Tous les types d'événements sont concernés ? Tous, à la fois le gros et le petit événement. Là, on sort du Tour de France. Et on voit bien que depuis plusieurs éditions, le Tour de France se pose des questions, notamment sur la caravane publicitaire. Mais oui. Ça génère beaucoup de déchets. Les produits, les impacts derrière qui sont jetés. Ça veut dire un changement de comportement pour l'organisateur. Pour le partenaire et aussi pour le public qui est au bord du terrain. Mais on voit aussi les grands événements qui vont concerner le territoire national et régional à venir, les Jeux Olympiques 2024, la Coupe du Monde de rugby 2023. Et bien, dans les dossiers de candidature, il y a des clauses environnementales fortes. Aujourd'hui, on ne peut plus organiser un événement sans prendre en compte l'environnement. C'est-à-dire que c'est dans l'ADN, quand on pense à un événement sportif demain, ça fait partie des règles qui sont sine qua non, quoi. Qui sont quasi obligatoires. On voit bien qu'aujourd'hui, si on reste sur les Jeux Olympiques, ils ne seront pas retenus s'il n'y a pas une démarche environnementale beaucoup plus forte. Se poser la question, est-ce que je construis de nouveaux sites ou est-ce que je me base sur des sites existants ? Est-ce que je fais du temporaire, du pas temporaire ? Voilà. Donc on voit qu'il y a toutes des questions importantes et notamment de plus en plus on veut tendre vers des jeux neutres en carbone. Donc il y a des questions importantes à se poser et on ne peut plus faire face. Et aujourd'hui, le petit événement du dimanche, il se pose les mêmes questions en fait. Et on voit bien par rapport
rapport à toutes les études qu'on a menées, on a fait beaucoup de bilan carbone. Donc que ce soit un marathon ou des Jeux Olympiques, l'impact environnemental le plus fort, c'est notamment le déplacement. Donc ça, c'est l'ADEME qui a analysé tout ça, ouais, l'impact... Les bilans carbone qui sont menés depuis des années, on voit bien que voilà, l'impact déplacement, il est fort pour le sportif, l'accompagnant, mais aussi le public. Donc quand on organise un événement, c'est important de se poser la question du lieu, mais aussi de travailler avec le territoire, pour que jusqu'à l'équipement, il y ait des modes de déplacement peut-être plus doux, plus collectifs. On va générer du déchet, donc il faut travailler aussi avec le territoire. Quelle est la politique de prévention du déchet du territoire, comment je mets en place une politique de collecte et de traitement pour être efficace. Donc différentes questions qui sont importantes à se poser en tant qu'organisateur. Et puis ce que je vous disais, les choses toutes simples encore aujourd'hui, mais qu'il faut rappeler et qui vous peut-être vous paraître surprenante de rappeler encore aujourd'hui en 2020, mais c'est le geste du sportif à partir du moment où il arrive sur son événement et jusqu'en ressort. Donc, je suis venu comment ? Quel équipement j'ai sur moi ? Comment je me comporte dans le vestiaire par rapport aux consommation d'eau, consommation d'énergie ? Je me ravitaille comment ? Avec une gourde, avec une bouteille en plastique. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de bouteilles en plastique au bord des terrains. Tout le monde devrait avoir sa gourde. Est-ce que j'utilise mon remontant, mon énergisant suremballé ou pas. Attention, quand vous parlez de remontant, on parle de remontant Lego, bien sûr. Ouais, Lego, oui. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des questions, il n'y a même plus à se les poser, mais il faut quand même les rappeler. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne va pas produire. Donc, lorsqu'on est organisateur ou participant à un événement sportif, on doit être dans cette dynamique. C'est d'avoir cet ADN responsable dès le départ et jusqu'à l'arrivée. Exactement. Un dernier réflexe indispensable, Sylvain ? C'est ce que je disais, j'insiste là-dessus sur la gourde. Ouais. La gourde, je vous ai amené, par exemple, la gourde aujourd'hui qu'on peut utiliser au quotidien, et c'est plus normal, c'est ce que je vous disais, d'avoir des bouteilles en plastique au bord du terrain, ou quand on regarde, en plus, la quantité d'eau utilisée dans la bouteille en plastique, elle est pas si importante que ça, il reste beaucoup de bouteilles quasiment pleines. C'est beaucoup plus frais dans la gourde en plus, l'eau. En plus. Donc voilà, des gestes au quotidien qui vont permettre de préserver l'environnement, et donc le sportif est au cœur de cette dynamique. Les conseils de coach Sylvain à retrouver régulièrement sur le Facebook de l'ADEME. Merci beaucoup Sylvain, le message est passé, et c'est sur ce bon conseil qu'on va conclure ce numéro d'Onde Verte. Merci à tous les quatre, Lionel, Maëlys, Alizé et Sylvain, pour avoir brillamment évoqué tous ces sujets. J'espère que l'émission vous aura plu, vous aura intéressé. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast, c'est sur le site adem-du6 Nouvelle-Aquitaine.fr et sur la page Facebook de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Tous ces épisodes sont bien entendu podcastables également sur iTunes, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Onde Verte. À bientôt les amis. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.adem.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.